Bonjour à toutes et à tous. Je pense que nous commençons à avoir des participants qui nous rejoignent pour ce nouveau webinaire organisé sur la plateforme numérique entreprise en francophonie de l'Organisation internationale de la francophonie. Je suis Estelle Gillot-Vallée, déléguée générale de la CPC-CAF. Et je suis heureuse de vous faire cette petite introduction à notre nouvelle thématique qui va être consacré, vous l'avez vu aujourd'hui, aux industries culturelles et créatives, principalement dans les pays d'Afrique francophone. Je vais vous laisser découvrir nos intervenants et notre animateur Herbert Massamba pour ce numéro un petit peu particulier, puisqu'on va être sur 3 pays différents. Je vais tout de suite laisser la parole à nos hôtes euh, pour une introduction par Madame Diana Ramaroetra, qui est directrice de la langue française dans la diversité des cultures francophones à l'Organisation internationale de la francophonie. Diana, je vous laisse la parole. Excellent webinaire à tous. Merci beaucoup Estelle pour cette introduction et bienvenue à tous effectivement à ce 12e webinaire donc qui est organisé en collaboration avec la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones qui donc est associée à notre direction de l'économie numérique au sein de l'OIF. Donc moi, je suis Diana et je suis en charge de tout ce qui est industrie culturelle au sein de l'OIF. Et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver, de retrouver également nos intervenants avec qui j'ai eu le bonheur de collaborer tout au long de ces années. Donc effectivement, aujourd'hui, on parle d'industrie culturelle et créative. C'est un bien large mot. C'est devenu un mot qui est devenu tendance. On parle beaucoup d'économie créative, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans de cela. Pourquoi économie créative? Parce qu'on s'est rendu compte que la culture, au-delà de son poids social, de cohésion et de dialogue, avait un réel impact au niveau des pays, au niveau des régions, donc des impacts économiques. Par exemple, un festival, ce n'est pas simplement un spectacle, c'est aussi des retombées économiques au niveau des villes en termes de tourisme, d'entrée, de consommation, hébergement, etc. Et aussi parce que en termes de production, quand on parle d'industrie, il y a toujours la chaîne de valeur. Donc, dans une production artistique, il y a toujours la création, la production de l'œuvre, la distribution et la diffusion de l'œuvre. Donc, ce sont des éléments qui font qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'industrie culturelle et créative. Et on s'est rendu compte, effectivement, sur le cours de ces dernières années, selon les données qui sont ressorties, que dans certains pays, les ICC, comme on les appelle, peuvent représenter jusqu'à 6% du PIB des pays. En Afrique, les taux aussi entre 1 à 4%, dépendant évidemment de la taille des ICC dans chaque pays. Et ces industries-là génèrent de l'emploi. Parce que si je prends par exemple l'industrie du cinéma, pour faire un film, au-delà du réalisateur et du producteur, il y a toute une équipe technique, il y a les acteurs et autres. Donc ça, tout ça, ce sont des emplois fixes qui sont nécessaires au développement de ces industries-là. Pareil, pour un festival, il y a le directeur de festival, le directeur artistique, le directeur technique, et j'en passe. Donc, il y a de vrais emplois qui sont derrière. Donc, au sein de l'OIF, on travaille vraiment depuis quelque temps pour renforcer et professionnaliser donc toute cette chaîne de valeur à tous les niveaux. Donc, production notamment, de faire en sorte que les productions du Sud puissent répondre donc au marché d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous, on est vraiment ravis d'être associés à ce webinaire parce que avoir une production solide, savoir à qui l'on s'adresse, quelle est notre audience, vers quel marché on veut aller, est important. Et donc, nous, on appuie les productions de cinéma et de théâtre et de musique notamment. Et on accompagne également tout ce qui est distribution et diffusion. Parce que produire ne suffit plus, surtout aujourd'hui dans le nouveau écosystème numérique. Il faut être présent sur les plateformes, il faut comprendre les algorithmes, il faut pouvoir
négocier des contrats avec des distributeurs et des diffuseurs. Et donc, nous, aujourd'hui, on accompagne vers ce maillon de la chaîne à travers nos actions de découvrabilité des contenus culturels francophones. Et bien évidemment, nous accompagnons tout ce qui est politique publique pour la culture. Il y a quelques années, on parlait beaucoup de politique culturelle. Aujourd'hui, on agit dans tout ce qui est politique publique pour la culture parce que on ne peut plus parler d'industrie culturelle en étant fermé uniquement dans la culture. Aujourd'hui, quand on parle de découvrabilité des contenus culturels, ça agit également sur, ça prend en compte par exemple les cadres réglementaires de tout ce qui est transition numérique, de tout ce qui est échanges commerciaux, également tout ce qui est formation professionnelle. Donc, ce sont des aspects sur lesquels nous, en tant qu'Organisation internationale de la francophonie, nous agissons. Et je pense aussi le but de ce webinaire, c'est de pouvoir entendre les expériences de ces trois pays. Le Sénégal est reconnu vraiment a toujours été connu pour sa musique, certes, mais aujourd'hui, par exemple, le Sénégal est très fort en termes de mode, qui est très présent aujourd'hui. Il y en a certains qui sont à la Galerie Lafayette, entre autres, ici à Paris. Le Bénin également, depuis ces dernières années, a mis en place de nombreuses politiques qui permettent justement de renforcer cette industrie-là et de protéger les artistes et de défendre également les intérêts des artistes, c'est-à-dire le statut de l'artiste, les droits d'auteur et autres. Ce sont des règles, des éléments sur lesquels les pays, notamment le Bénin, ont largement avancé et que l'on salue vraiment tous ces efforts qui ont été menés. Et bien entendu, le Congo-Brazzaville, où il y a des événements, il y a une forte créativité dans ce pays, avec le festival qui est porté par Claver. Et il y a une vraie richesse créative et culturelle qu'il faut aujourd'hui accompagner pour pouvoir se développer, se renforcer et surtout de faire que les artistes et les entrepreneurs culturels puissent gagner leur vie de leur art. Ça, c'est un élément aujourd'hui qui est primordial. C'est pour ça qu'on parle d'industrie, que la culture aujourd'hui n'est pas simplement là pour faire joli, pour égayer les gens, mais c'est vraiment pour qu'elle puisse contribuer à l'économie des pays. Il faut aussi que les artistes et les entrepreneurs puissent gagner leur vie à partir de leur travail artistique et culturel. Aussi, nous, en tant que DLC, donc on est vraiment là pour écouter et puis aussi pour partager nos expériences le cas échéant. Et merci encore à la DFEN et à la CCCAF d'avoir organisé ce webinaire. C'est vrai que très souvent on oublie la culture et je suis contente que la culture soit quand même au cœur de ces nouveaux enjeux. On est là, on est bien présents, nous les artistes et les opérateurs culturels, et on compte bien apporter notre pierre à l'édifice par rapport au développement économique de nos pays. Donc, très bon webinaire à vous. Bonne intervention, Luc, Pierre et William. Et Monsieur Herbert, je vous passe la parole. Merci bien, Madame Diana, qui est très au fait de la problématique au cœur de ce webinaire. Alors, je vous ferai l'économie d'aspects que je devrais aborder, mais qui l'ont été par Madame Diana. Je voudrais simplement rappeler in extenso le thème du webinaire, c'est potentiel, opportunités et perspectives de développement des ICC, des industries culturelles et créatives en Afrique francophone, focus sur le Bénin, le Congo et le Sénégal. En passant, je voudrais traduire la gratitude de la Chambre consulaire de Pointe-Noire par ma voix, d'avoir été associée à cette initiative de mise en avant des opportunités dans un secteur qui est aujourd'hui de plus en plus pris en compte dans les politiques économiques. Pour revenir aux intervenants, et ça a été dit, nous en avons trois. Il s'agit donc de Monsieur William Kodio, qui va intervenir du Bénin. Et lui, il est directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture. Il est expert en économie et gouvernance de la culture. Nous avons Monsieur Pierre Claver Mabiala, qui lui représente la République du Congo. Et lui, il est comédien, metteur en scène et surtout formateur en administration et management culturel. Enfin, Monsieur Luc Maïtoukou,
qui va intervenir pour le Sénégal, qui est spécialiste des industries culturelles et créatives, et notamment dans la filière des arts, des spectacles vivants. Il est directeur de Zoo Culture, une agence culturelle basée à Dakar. Si je n'ai pas été exhaustif dans la mise en avant, la définition des profils des uns et des autres, quand ils prendront la parole, ils pourront apporter les éléments additionnels. Pour l'heure, nous allons donc accorder la parole à Monsieur William Kodio. L'objectif, on a dit, c'est d'avoir une vision panoramique de ce qui se fait dans le cadre des ICC, les secteurs, le cadre réglementaire et surtout un focus sur les opportunités parce que voilà, ça devient un secteur économique qui nourrit des grandes espérances en termes de contribution au PIB. Monsieur William Kodio, vous avez la parole. Merci, Monsieur Trésor Chilomba. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je ne sais pas si vous me recevez bien. Très bien, à notre niveau. Très bien. Je voudrais saluer cette initiative prise par l'OIF pour remettre les industries culturelles et créatives au devant de la scène. C'est vrai que cette organisation, l'OIF, est pionnière dans cette problématique-là, puisque déjà en 2002, 2003, elle avait lancé le programme de développement des industries culturelles des pays du Sud. Quand aucune autre organisation ne semblait s'intéresser à la question, c'était l'OIF qui avait compris le potentiel économique de ces différentes filières et qui a lancé ce programme-là qui a permis de former des entrepreneurs culturels un peu partout et former également des banquiers un peu partout et mis en place un instrument pour les amener à travailler ensemble pour développer le potentiel économique des industries culturelles et créatives. Ceci dit, je vais me pencher sur le sujet du jour, c'est-à-dire parler du potentiel des ICC au Bénin, les dimensions qui sont aujourd'hui exploitées, les dimensions qui ne le sont pas encore et les perspectives d'investissement qu'offrent ces différentes industries pour les opérateurs économiques ou pour les pouvoirs publics et également pour les acteurs culturels. Au Bénin, pendant longtemps, le domaine de la culture et de la création en général avait été considéré comme un secteur social où il faut que l'État intervienne pour entretenir des activités culturelles, des événements culturels. Mais depuis une dizaine d'années, le paradigme a changé et le gouvernement a voulu que ce secteur ne soit plus considéré comme un secteur social, mais un secteur pourvoyeur de ressources et d'emplois au niveau du pays et que ce secteur puisse contribuer de manière plus significative au PIB. Et comme vous le savez, pour que le secteur contribue au PIB, il y a deux façons en général. Il y a ce qu'on appelle la contribution directe, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs ajoutées créées dans l'ensemble, dans chacune de ces chaînes de valeurs, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui sont à la base et qui créent, et à partir de là, interviennent des entreprises de manière successive pour apporter de la valeur ajoutée au travail de la création, pour en faire une œuvre vendable sur un marché solvable. Ça, c'est la contribution directe. Comment faire en sorte que les artistes et toutes les entreprises qui interviennent en aval puissent générer le maximum de ressources possibles pour non seulement les acteurs eux-mêmes, mais pour que cela puisse ruisseler sur l'ensemble de l'économie nationale. Ça, c'est la contribution directe. Mais il y a l'autre volet qu'on appelle la contribution indirecte, qui consiste à mettre ce secteur au service d'un autre secteur pour l'amener à générer plus de ressources. Et c'est le cas, par exemple, pour le tourisme, où la culture est souvent mise à contribution pour amener le secteur touristique à proposer une offre touristique plus alléchante, à proposer une plus grande attractivité du territoire dans le but
d'attirer un flux touristique important pour que les touristes, une fois sur place, puissent dépenser des ressources et que cela puisse nourrir l'économie locale et créer des emplois. Donc, ce sont ces deux façons-là que le Bénin expérimente depuis ces années. Et comme vous le savez, en termes de patrimoine, le Bénin a un potentiel important. Donc, les différentes filières qui ont été considérées comme prioritaires, on va parler d'abord de patrimoine, qui est à la fois une filière et qui est aussi transversale, aussi bien le patrimoine matériel que le patrimoine immatériel, aussi bien le patrimoine naturel que le patrimoine culturel. On va parler également de la filière de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel qu'au Bénin, on appelle désigne sous le vocable des industries de l'écran. Et il y a également le volet des arts visuels où on trouve un certain nombre de disciplines d'expression artistique, à savoir la peinture, la sculpture, les installations, le design. Et il y a également une autre filière qui est considérée comme prioritaire, c'est la filière des arts vivants, où on trouve la musique, le théâtre, la danse, le cirque et toute expression artistique qui se produit sur scène. Et nous avons également au Bénin l'industrie du livre, qui est considérée également comme une industrie prioritaire dans laquelle il faudrait intervenir. Donc, l'État a montré la direction à suivre, a montré le cap, a donné les grandes orientations et a commencé à agir, à investir massivement dans d'abord le patrimoine pour faire en sorte que le patrimoine serve la cause du tourisme. Donc, ça a été la première initiative observée au niveau de l'État béninois où des investissements massifs ont été faits dans des équipements hôteliers, dans les sites patrimoniaux, dans des équipements de type patrimonial, où on a effectivement mis des ressources pour accroître l'attractivité du territoire et également faire en sorte que le patrimoine serve la cause du tourisme, féconde le tourisme pour avoir une offre touristique alléchante pour que le Bénin soit vu comme une destination. Donc ça, c'est ce que j'avais désigné au début comme une contribution indirecte de la culture au développement économique. Mais en dehors de ça, l'État béninois a décidé de mettre en valeur les arts visuels, notamment l'art contemporain. Et comme vous le savez, le Bénin est riche en matière de création, comme la plupart des pays africains. Nous avons, quand on prend la chaîne des valeurs au niveau de l'Afrique en général, au niveau du maillon création où on a les artistes, on a ce maillon-là qui est très fourni. On a des artistes talentueux qui créent des œuvres magnifiques. Mais quand on quitte ce maillon création et qu'on migre un peu vers la droite en s'intéressant aux autres maillons, à partir du maillon production, nous avons des difficultés parce que nous n'avons pas d'entreprise spécialisée, quel que soit le domaine, la filière considérée. On a très peu d'entreprises qui opèrent pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée au travail de création que font les artistes. Et quand on voit des initiatives, la plupart des initiatives se concentrent sur la monstration à titre gracieux de ce qui est fait, et c'est cela qui crée le dysfonctionnement que nous constatons au niveau de cette au niveau de ces différentes filières. Et le Bénin a décidé de mettre en valeur, par exemple, les arts visuels en organisant une exposition diptyque qui a été organisée à l'occasion du retour des trésors royaux qui ont été restitués par la France. Le Bénin a exposé ces œuvres-là et a profité pour exposer également les créations contemporaines des artistes d'aujourd'hui pour montrer au fait que le génie créateur continue d'habiter le Béninois. Mais lorsque vous considérez le secteur ou la filière des arts visuels au Bénin, vous allez voir qu'on a des artistes qui créent, ils sont talentueux, la plupart arrivent un peu sur
sur le terrain, formés sur le tas. Il n'y a pas une école de beaux-arts, il n'y a pas une structure de formation à proprement parler qui forme ces artistes-là. Mais ils sont talentueux, ils créent des œuvres magnifiques. On a des artistes béninois qui sont présents dans de grandes collections. Donc, l'État béninois a décidé de structurer cette filière-là. Et pour pouvoir la structurer, il faut qu'il y ait des galeries qui puissent travailler avec les artistes, non seulement pour les représenter, mais également pour pouvoir faire la monstration de leur travail et créer le lien avec les collectionneurs et les institutions muséales qui sont souvent demandeurs de ces œuvres-là. Or, les galeries soit sont très peu nombreuses, soit sont très faibles. Donc, il faut faire quelque chose pour pouvoir renforcer ce maillon et le gouvernement a décidé de défiscaliser les transactions commerciales sur les œuvres d'art. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous êtes une galerie internationale et que vous voulez vous installer au Bénin et faire du Bénin votre place forte d'installation, vous n'avez pas à, à subir des charges fiscales exorbitantes comme comme ça peut être le cas ailleurs. Donc, la TVA est complètement annulée sur les œuvres d'art, les droits de douane sont également annulés. Donc, on encourage les galeries à venir s'installer et à travailler avec les artistes béninois et à également importer des œuvres d'art d'autres pays et pouvoir les exporter à partir du Bénin. Donc, il y a toute une politique, tout un écosystème qui est pensé pour cela et le Bénin est en train de travailler pour pouvoir structurer davantage cette filière. Il y a également la filière du cinéma, des arts visuels de l'audiovisuel, qui est une industrie à part entière. Diana l'a souligné tout à l'heure. C'est les volumes de ressources que brasse cette industrie-là, ce volume est énorme et le Bénin a un potentiel important parce que nous avons euh, une place technique qui est, c'est-à-dire nous avons des techniciens qui sont très bien formés et qui sont utilisés dans les pays voisins pour pouvoir produire des œuvres magnifiques. Nous avons des réalisateurs, des producteurs, des cadreurs, des preneurs de son, des directeurs photos qui sont très talentueux et qui interviennent dans des œuvres ailleurs, pendant que au Bénin, nous avons du mal à les faire travailler. Donc là, il y a une loi qui a été adoptée depuis le 28 janvier dernier pour structurer l'industrie du cinéma et de l'image animée au niveau du Bénin. Il y a des initiatives fortes qui sont également prises pour pouvoir développer ce secteur. Un site lui a été consacré au niveau de WIDA où tout producteur, toute entreprise spécialisée dans la production audiovisuelle aujourd'hui peut demander à s'installer pour produire des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à partir du Bénin. Et il faut dire que le potentiel du Bénin en la matière est extrêmement important. Vous n'ignorez pas l'histoire du Bénin en ce qui concerne les Amazones, vous n'ignorez pas l'histoire du Bénin en ce qui concerne la lutte contre la colonisation, vous n'ignorez pas non plus l'implication du Bénin dans la traite négrière. Vous n'ignorez pas que le Bénin est considéré comme le berceau du vaudou. Donc, tout ce patrimoine incommensurable que le Bénin possède mérite d'être raconté de diverses manières et l'industrie du cinéma peut y contribuer et ça peut également féconder davantage l'industrie touristique qui est en ligne de mire au niveau national. Donc, Monsieur pour dire Kodio, que, oui, Monsieur Kodio, s'il vous plaît. Monsieur Kodio, je ne vous arrête pas. Je vous rappelle juste l'exigence du temps et je vous prierai d'être un peu plus synthétique puisqu'on a une séquence consacrée aux questions-réponses. Donc, un peu plus synthétique pour aborder tous les aspects et prendre en compte le temps qui sera aussi imparti aux autres intervenants. Merci, vous pouvez continuer. On était un peu plus synthétique. très bien, merci. Donc, pour être un peu plus bref, je dirais qu'il y a aujourd'hui d'importantes opportunités au niveau des ICC, au niveau du Bénin, et tous ceux qui s'intéressent à ces industries-là peuvent aujourd'hui avoir la possibilité de bénéficier d'une incitation fiscale, que ce soit
pour les arts visuels, que ce soit pour l'industrie du cinéma. Au niveau de la musique et des arts vivants, c'est une autre stratégie qui est planifiée au niveau du livre également. Donc, pour me limiter à ces différentes industries, je vais dire aujourd'hui que nous avons des opportunités d'investissement qui sont dans le cinéma. Aujourd'hui, on peut venir s'établir au Bénin et avoir des conditions favorables pour travailler. L'exploitation en salle aujourd'hui est un peu difficile. Donc, ceux qui sont porteurs de projets d'implantation de salles de cinéma, que ce soit à Cotonou ou dans les villes de l'intérieur, peuvent avoir des opportunités à ce niveau-là. Les plateformes de diffusion, aujourd'hui, l'économie est en train de migrer vers le numérique. On a très peu de plateformes qui exportent les œuvres béninoises. Soit on peut investir pour les développer, soit on met en place une stratégie pour arrimer les productions actuelles aux grandes plateformes qui existent. Au niveau de la musique également, le potentiel est énorme. Nous avons pratiquement la même culture que le Nigeria, mais vous voyez ce que le Nigeria fait de la culture, de son industrie musicale. Aujourd'hui, nous avons besoin que les médias s'intéressent à l'industrie musicale béninoise pour pouvoir détecter les talents et les promouvoir. Au niveau de la chaîne du livre également, il y a du potentiel qu'on peut expérimenter au niveau du net. Donc, si le temps le permet, on pourra rentrer dans ces détails-là plus tard. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur William Kodio. On a relevé beaucoup de passion et puis une vaste connaissance du domaine. Merci beaucoup. On va vous retrouver à l'occasion de la séquence questions-réponses. Alors, nous allons retrouver à présent Monsieur Pierre Claver Mabiala, qui intervient depuis la République du Congo. Pierre Claver Mabiala, qui va nous reproduire un peu le même schéma, une vision panoramique des ICC et surtout la mise en avant des opportunités parce que c'est dans ce domaine-là qu'on va créer de la valeur. Monsieur Pierre Claver Mabiala. Merci beaucoup. Merci, William. Je remercie aussi les organisateurs du webinaire, donc la CPCCAF, la Chambre consulaire de Pointe-Noire et l'Organisation internationale de la francophonie. Pour aller directement dans le vif du sujet, il faut dire que le Congo-Brazzaville est un petit pays dont 6 millions et demi d'habitants, dont l'économie se repose uniquement sur les ressources pétrolières à plus de 60%. Et jusqu'à un certain moment, une dizaine d'années, malgré ce qu'on pouvait dire que le Congo, pays de culture, avec ses auteurs, ses écrivains, la rumba, la culture, évidemment, était toujours là, et comme on a dit tous ici, que pour préserver un patrimoine comme le lien social, cohésion sociale, ainsi de suite. Mais les années 2014, évidemment, quand le Congo a connu une crise financière et pétrole, où la vie est devenue de plus en plus difficile, et cela s'est accentué avec le Covid qui est arrivé en 2019. Les autorités ont cherché des voies et moyens, créé des mécanismes pour pouvoir diversifier l'économie nationale. Donc, il fallait diversifier l'économie nationale. C'est alors aussi qui a été repéré, évidemment, qu'il y avait le potentiel par rapport à la culture, dont on a commencé à parler des ICC, qui est un secteur qui regroupe des activités qui produisent, diffusent et commercialisent des biens et services dont la valeur repose sur la créativité, le patrimoine, le savoir-faire et la propriété intellectuelle. Donc, les ICC ont été reconnus comme leviers de développement devant ainsi contribuer à la diversification de l'économie nationale, donc après cette situation-là. Alors, comment ça se présente aujourd'hui au Congo par rapport à les principaux sous-secteurs des ICC? Évidemment, il y a au niveau, on les trouverait dans les arts de la scène, dans l'audiovisuel et le cinéma, le livre et édition,
le patrimoine culturel, l'artisanat, mode et design, industrie numérique et créative. Il faut dire que des dispositifs, évidemment, qui peuvent exister parce qu'il y a l'État, évidemment, les pouvoirs publics, avec tous ces dispositifs, mais qui essaient d'apporter le cadre, on en parlera tout à l'heure, mais il y a aussi la société civile qui est très, très, très dynamique, évidemment, qui essaie de s'organiser à travers les espaces, les lieux, les cadres de formation et tout, qui arrive aussi, cette société civile, en complément avec certaines dispositions de l'État, à créer des grands événements, à créer des grandes rencontres pour pouvoir exprimer, faire exprimer la culture, les industries culturelles et créatives. Le travail est fait parce que les deux grandes villes, Pointe-Noire et Brazzaville, et on annexera aussi la troisième d'Olisie, où il se développe beaucoup plus l'expression des industries culturelles et créatives. Et les autres localités du Congo peuvent intervenir ou peuvent être visibilisées dans les ICC à travers le patrimoine et le tourisme. Il y a donc plusieurs mécanismes, évidemment, les acteurs y travaillent, on essaie de promouvoir les industries culturelles et créatives, le secteur essaie d'avancer progressivement avec plusieurs mécanismes qui sont mis en place, avec le développement de la société civile, on sent aujourd'hui la place combien importante sur les différentes étapes de la chaîne de valeur, comment est-ce qu'il y a une structuration qui se met en place. Mais malgré évidemment cette visibilité-là, évidemment, qui évidemment puise sa force aussi par rapport à la jeunesse de la population, dont aussi plusieurs acteurs du secteur de la culture font partie, le justifient. Il y a, malgré les opportunités qui peuvent exister, les avancées qu'on peut constater par rapport à l'implication publique, par rapport à la société civile, par rapport aux acteurs du secteur privé, mais il y a plusieurs défis qui restent encore à relever par rapport aux ICC au Congo. On peut citer les besoins en formation, la structuration des acteurs, les cadres juridiques et réglementaires qui ne sont pas trop bien appliqués, l'infrastructure et puis le financement, le marché. Voilà. Et si on arrivait par rapport à ce qu'il y a de disponible au Congo en tant que cadre réglementaire, évidemment, le développement des ICC au Congo s'appuie notamment sur le ministère de la Culture, du patrimoine et de l'industrie touristique. Et à cela s'ajoute aussi le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, les collectivités locales aussi qui commencent à bien s'impliquer et s'investir, notamment les mairies de Pointe-Noire et Brazzaville. Il y a une grande activité. D'ailleurs, il faut savoir que Brazzaville a été déclaré en octobre 2014 ville créative musique de l'UNESCO et puis capitale de la culture par CGLU Afrique. Il y a aussi les dispositions qui sont au Congo par rapport en termes de réglementation. Il y a des agences spécialisées sur des dispositifs d'accompagnement, notamment par rapport à l'artisanat, l'agence de l'artisanat, l'agence de création d'entreprises, et il y a même des fonds pour l'apprentissage, l'appui, l'employabilité, le fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement. Et les textes, le Congo il faut dire que le Congo fait partie des pays qui, en plus d'avoir des textes qui existent, on a la loi d'orientation sur la politique culturelle au Congo, le statut de l'artiste, la loi portant création de l'Agence nationale de l'artisanat, la loi sur la réglementation du secteur du tourisme au Congo. Mais le Congo a aussi ratifié plusieurs conventions à l'international. D'abord, il faut dire que le Congo est membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et a ratifié plusieurs conventions à l'international, dont la Convention 2005 de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Donc, il faut dire le cadre
au Congo, on a quelques orientations stratégiques, évidemment, au niveau des politiques publiques. Et on entend de plus en plus se parler de l'économie créative, de l'entrepreneuriat culturel, de la professionnalisation des acteurs, le développement des chaînes de valeur culturelles et les ICC, leviers de développement et de diversification de l'économie congolaise. Et aujourd'hui, tout ce travail qui est fait, après, malgré les faiblesses encore qui existent, il est perceptible d'un poids des ICC dans l'économie, la contribution au développement. Aujourd'hui, c'est un secteur transversable avec une pente, on sent une pente ascendante, évidemment, en matière de structuration, suite aux efforts conjugués, secteur public, secteur privé, qui agit sur l'emploi, la génération de revenus, l'attractivité, évidemment, du Congo. Et les quelques résultats sont satisfaisants, perspective pour pouvoir justifier l'apport de ce secteur dans l'économie congolaise. En termes d'emploi, déjà, il faut dire que la culture, les ICC, on a l'insertion professionnelle des jeunes avec des emplois directs et indirects. On fait la lecture aussi de l'auto-emploi, de l'entrepreneuriat des jeunes qui essaient de beaucoup s'investir dans le cinéma, l'artisanat, la mode, les arts de la scène, les arts visuels, le tourisme et la culture, voilà, de façon générale. Le développement du tourisme aussi, évidemment, il y a une vraie dynamisation du territoire et la valorisation des savoir-faire locaux. Le tourisme essaie de développer une économie, évidemment, qui contribue à l'économie locale. Si je prends le cas, par exemple, des grands parcs, les sites touristiques, où il y a une économie qui est en train de se développer avec des agences de tourisme, avec les parcs qui créent qui se développent et génèrent de l'emploi, alimentent les économies locales et s'impliquent dans le développement communautaire. Il y a des grands événements culturels, évidemment aussi, qui créent de l'emploi et puis alimentent l'économie locale. À travers les ICC, notamment par rapport au tourisme, aux grands événements, on commence à parler maintenant de l'attractivité du pays. Évidemment, on entend souvent parler soft power congolais et évidemment de destination Congo Monsieur Pierre, oui. Oui, je vais avancer, je vais aller vite. Il y a eu voilà une étude de l'OIF, de l'OIF commandée par l'OIF en 2012, qui faisait déjà remarquer que le secteur des ICC au Congo employerait 2624 personnes et générerait 3 milliards 900 de francs CFA. Et cette étude a été confirmée, ces valeurs ont été plus ou moins vérifiées en 2021 lors de la validation des données sur les ICC, le ministère de la Culture. La consommation culturelle couplée au loisir représente pour les ménages congolais 3% de la consommation nationale. En termes d'opportunités, on va dire qu'il y a des opportunités dans l'industrie musicale, évidemment, dans la distribution numérique, le management artistique, la validation, par exemple, de la valorisation de la rumba congolaise, évidemment, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Au niveau du cinéma, on parlerait de la production, post-production, plateforme numérique, formation technique, valorisation des sites du patrimoine qui peuvent être des grands éléments pour les grands images. Et il y a le marché. On parlera aussi de rapport à l'art, l'artisanat, les marchés locaux, la mode, et puis le tourisme, voilà. L'économie numérique et créative, évidemment, qui peut représenter un peu plus synthétique. On va vous retrouver, M. Pierre Travers. Les startups culturelles, plateformes numériques, la formation et création digitale et surtout la monétisation des contenus locaux. Quelques défis. Il faut quand même le manque d'application des cas juridiques qui sont encore à relever, la faible structuration des filières, l'insuffisance des données statistiques, les difficultés d'accès au financement, faible investissement dans les secteurs de la culture, manque de fonds spécialisés, l'infrastructure et puis voilà la dynamisation et structuration du marché local, accès aux marchés internationaux, voilà structuration et structuration de la chaîne de valeur. Voilà, merci beaucoup. Merci.
Merci bien, Monsieur Pierre Claver Mabiala, de nous avoir donné une idée générale des ICC au Congo. C'est vrai que vous avez relevé une tendance ascendante hein, en matière d'intérêt, d'investissement, de structuration, mais vous avez aussi pointé des faiblesses qui feront peut-être l'objet de préoccupations de ceux qui participent à ce webinaire. Merci encore. On va vous retrouver lors de la séquence questions-réponses. Nous allons retrouver Monsieur Luc Mayitoukou qui intervient du Sénégal. Monsieur Luc, on a le même schéma, une définition globale de ce qui se fait, l'identification des opportunités et peut-être aussi la mise en avant des perspectives. Mais vous êtes le dernier intervenant, vous avez donc l'obligation d'être un peu plus synthétique pour que nous restons dans les clous de contraintes horaires qui nous ont été définies. Merci, Monsieur Luc. Merci beaucoup, Herbert. Et ouais, c'est vrai que le dernier, donc je vais essayer d'aller assez vite et de manière structurée. Juste vous remercier en tout cas la CPC-AF pour cette invitation et qui va me permettre justement de présenter la situation au Sénégal. Au Sénégal, comme on le connaît, qui est vraiment un pays de culture depuis Senghor, mais où réellement on a quand même, avec plusieurs dirigeants qui sont passés, une réelle volonté politique de mettre en avant justement le secteur des arts et de la culture en avant et de le considérer depuis très très rapidement par les ratifications de toutes les conventions, hein, de reconnaître que les industries culturelles et créatives sont un véritable levier de développement. Alors, c'est un véritable développement au Sénégal, puisque le paysage culturel des ICC au Sénégal est particulièrement vibrant et se structure autour de filières qui sont vraiment interconnectées. Je parlerai du patrimoine et des arts visuels, où nous avons quand même, et même en termes d'infrastructures, des éléments importants comme le Musée des civilisations noires qui a été récemment construit, qui n'est pas très très vieux. On a plusieurs galeries d'art, de design et d'art plastique. L'autre structure enfin, qui se distingue aussi, c'est les arts du spectacle, notamment sur la musique. On reconnaît la place de la musique sénégalaise, non seulement sur le continent, mais au niveau mondial, avec des ambassadeurs vraiment très, très connus, et des événements majeurs comme la Biennale de Dakar, qui est un événement mondial aujourd'hui. Récemment, le Sénégal a reçu la Biennale de la danse en Afrique, qui est itinérante, mais qui a aussi marqué un moment important. Et bien sûr, le Sénégal a réussi à accueillir d'autres gros événements comme le Festival mondial des arts nègres et un florilège en tout cas d'événements et dans toutes les disciplines régulièrement par année. On compte près de 1000 festivals au Sénégal. Régulièrement, toutes les semaines, on a un dans le théâtre, dans la musique, dans la danse et aussi des événements sur le livre et la presse où nous avons quand même une production importante dans l'édition littéraire avec des maisons historiques et de nouvelles initiatives qui arrivent, hein, indépendantes, et la bande dessinée qui est aussi en train de prendre un essor, même si les événements sur la bande dessinée restent encore petits. Alors, bien entendu, l'audiovisuel et le multimédia sont aujourd'hui bien placés, vu la grande production que nous avons de plus en plus, et aussi qui s'exprime par plusieurs prix pour les séries sénégalaises, pour les longs métrages sénégalais, dans de grands concours, de grands festivals, pas simplement en Afrique, donc des étalons du Yonéga, il y en a eu plusieurs, mais aussi aujourd'hui une présence sur des grands festivals comme Cannes aujourd'hui, où nous avons eu d'ailleurs Angèle Diabon, qui est l'une de nos cinéastes, qui a fait partie du dernier jury à Cannes. Alors, la vidéo, bien sûr, qui est très, très montante, les jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est en plein essor aujourd'hui et qui continue à créer plusieurs emplois. Et pour terminer cette structuration-là, je vais aller assez vite, c'est la mode et le design, où on a quand même aujourd'hui des créateurs de très haute facture, et Madame Diana le disait tout à l'heure, hein, qui exposent partout, qui sont présents partout sur les grands marchés, et bien sûr en accueillant au Sénégal de gros événements sur la mode dans le Dakar Fashion Week
et il n'y a pas très très longtemps, un gros événement avec Chanel. Alors, quand on parle de tout ce potentiel-là, effectivement, il représente un poids important dans l'économie nationale et ce n'est plus simplement un vecteur d'identité, ces ICC au Sénégal, mais elle constitue un véritable pilier macroéconomique. Euh, les derniers chiffres que nous avons, même si quelquefois c'est sous-évalué, mais on peut facilement avancer que les ICC représentent entre 2 et 3% du PIB national aujourd'hui. Et c'est vraiment un dynamisme exporteur puisque la créativité sénégalaise s'exporte à travers la musique, les séries télévisées, les films aujourd'hui et sont avec une grosse présence voilà, sur des chaînes comme YouTube, Netflix et avec des boîtes de production comme Marodi qui sont très, très en vue. Il faut savoir que le Sénégal est l'un des pays, des 4 pays, je pense, où YouTube est, euh, est monétisé. Donc, c'est permet justement de pouvoir exporter et commercialiser tous ces produits-là. En termes de potentiel, bien sûr que aujourd'hui, les ICC sont une vraie réponse directe au défi de l'emploi des jeunes. Et ils s'inscrivent pleinement dans les stratégies de diversification économique, hein. Donc, au-delà de la pêche, de l'agriculture, aujourd'hui, la création d'emplois observée au niveau des industries culturelles et créatives, notamment pour les jeunes et principalement aussi pour les femmes, est extrêmement importante. Donc, c'est vraiment un secteur à forte intensité de main-d'œuvre. On estime que ces elles font vivre directement et indirectement des dizaines de milliers de personnes et majoritairement des femmes de moins de 35 ans. C'est ça la particularité des ICC, bien sûr partout en Afrique, mais présentement au Sénégal, où les jeunes de moins de 35 ans trouvent vraiment des filières pour exercer, pour trouver de l'emploi. Et bien sûr, l'insertion des jeunes et des femmes fait l'objet de plusieurs programmes de soutien dans la mode, l'artisanat, surtout le numérique, qui permet justement d'apporter cette forte valeur ajoutée dans ce potentiel-là. Alors, quelques chiffres clés. On sait que le secteur numérique et créatif connaît une croissance aujourd'hui de près de 10% par année au Sénégal et elle est portée par l'auto-entrepreneuriat et les startups de la creative tech. Donc, il y a énormément aujourd'hui de programmes sur l'auto-entrepreneuriat au Sénégal et ce sont ces vecteurs-là de croissance des ICC qui sont mis en avant à travers plusieurs mécanismes de soutien aux industries culturelles et créatives. On sait que la transition numérique est l'un des moteurs principaux, hein, puisqu'on a une pénétration quand même du mobile de près de 110%. Et l'accès à la 4G, maintenant la 5G, ont totalement transformé cette consommation culturelle. Bien entendu, avec la monétisation et tout, donc le streaming musical aujourd'hui, grâce à ces plateformes-là, la VOD, à la demande, c'est vraiment des canaux importants de diffusion que nous avons aujourd'hui. Alors, bien entendu, pour aller un peu plus large, le tourisme culturel, l'urbanisation de la classe moyenne sont aussi des vecteurs importants des industries culturelles et créatives au Sénégal. Alors, je parlais tout à l'heure des mécanismes de soutien. Grâce à cette volonté politique, le Sénégal dispose quand même d'un écosystème institutionnel et législatif parmi les plus avancés, hein, en Afrique francophone, où on a été les précurseurs dans sur la réforme de la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, avec bien sûr la copie privée, mais qui traîne encore, bien sûr, ce point sur la copie privée, l'existence de plusieurs fonds, des fonds d'appui public, notamment un fonds sur le cinéma, c'est un fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle qui est quand même doté aujourd'hui de 2 milliards de francs CFA et qui permet l'émergence de productions primées à l'international. Ça a été vraiment un déclencheur, justement, ce FOPICA-là, donc additionné aux autres fonds sur l'international, notamment le fonds cinéma de l'OIF. Aujourd'hui, les productions cinématographiques sénégalaises arrivent justement à aller glaner des prix sur l'international, mais de très, très haute facture. Alors, on a un autre fonds. Il y a un fonds sur le livre, il y a un fonds sur le développement des cultures urbaines et des industries créative qui continue à s'élargir parce que, il faut le dire, il y a quand même une forte mobilisation de la société civile à travers des organisations professionnelles qui sont très, très fortes, très structurées et qui permettent de dialoguer avec l'État. Et c'est ça aussi la force justement du Sénégal qui, au-delà de cela, réussit à actionner
beaucoup d'accords de coopération bilatérale et multilatérale pour pouvoir justement accompagner le secteur. Alors oui, il y a des enjeux et des défis à relever, hein. Le défi du financement, comme dans beaucoup de pays, c'est difficulté d'accès au crédit bancaire, voilà, cette perception des banques euh, qui reste encore précaire par rapport au secteur de la culture, mais les questions de droits d'auteur et de piratage sont encore là, même si le Sénégal a réussi à mettre en place une société de gestion collective privée mise en place par les acteurs et qui continue à se structurer, la question du piratage et reste là. Et juste pour deux autres grands points pour terminer, c'est vrai qu'on connaît le Sénégal avec le Grand Théâtre, avec le théâtre Daniel Sorano, avec un petit écosystème de salles de spectacle. Le défi des infrastructures est encore là, vu la demande qu'il y a en tout cas pour la diffusion des produits culturels. Il reste encore à construire des salles pour pouvoir répondre à cette demande-là. Et pour terminer, en termes de perspective de développement et de croissance, aujourd'hui, le potentiel créatif en puissance économique pérenne, pour pérenniser cela, aujourd'hui, il est important que la professionnalisation et la formation puissent continuer à jouer ce rôle important. Et au Sénégal, bien sûr, il y a eu plusieurs initiatives qui sont faites pour pouvoir intégrer toutes les formations et les renforcements de capacités à tous les niveaux, notamment au niveau universitaire, bien sûr, mais aussi avec des initiatives privées. Je voudrais signaler qu'on a réussi à mettre en place ici des référentiels de formation, notamment des BTS, des CPS dans les industries culturelles et créatives, et elles permettent aujourd'hui euh, de pouvoir porter justement cette professionnalisation et cette compétitivité qu'on recherche auprès des acteurs. Donc, je ne vais pas aller plus loin et puis laisser la place au, au débat, mais voilà, en résumé, présenter un peu la situation du Sénégal au niveau des industries culturelles et créatives. Est-ce que vous m'entendez toujours, Sir Herbert? On ne vous entend pas? Vous m'entendez plus? Vous Oui, m'entendez maintenant? oui, je crois que votre micro était coupé. Ah oui. Ben, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, on a aisément constaté que, au-delà de la différence des pays, mais on a des constantes. Les constantes, c'est il y a un effort de structuration du secteur des ICC, il y a des progrès, des prouesses, mais il y a aussi des défis énormes, des défis qui représentent aussi des opportunités d'investissement, que ce soit pour les acteurs eux-mêmes ou pour les investisseurs classiques tout court. Alors, nous allons ouvrir donc la séquence des questions-réponses. Nous avons enregistré déjà un intérêt de plus en plus vif, de plus en plus grandissant, des gens qui posent des questions. Alors, je veux me permettre de lire quelques-unes et à charge pour les intervenants selon que la question vous concerne principalement ou touche le secteur en entier, que vous y apportez la réponse. Monsieur William Kodio, je suis béninois et j'ai un grand projet pour la valorisation des arts africains, un projet qui permettrait aux artisans africains de jouir de leur création. Je souhaiterais avoir un accompagnement venant. Bon, ça c'est plus personnel. Est-ce que vous pouvez apporter la réponse? Il souhaiterait, le monsieur, il a un projet de valorisation des arts africains. Il souhaiterait avoir un accompagnement de vous. Est-ce que c'est possible? Il n'est pas là, monsieur Kodio? Si, Monsieur Kodjo est là. Un projet de valorisation de l'art africain, c'est assez vague. Ouais. Il va me falloir plus de précision.
pour savoir en quoi je peux être utile à, à la personne qui a ce projet. Voilà. L'art africain, c'est dans quelle discipline d'expression artistique? Après, Et après, il y a un détail supplémentaire. Il dit, il a aussi un autre projet de digitalisation de l'art africain. Donc, souvent, après votre fin, je souhaiterais, en fait, il sollicite la possibilité d'entrer en relation avec vous. Voilà. cela ne pose aucun problème. OK. Nous avons une autre préoccupation, mais ça qui va concerner les trois intervenants. Quel conseil donnerez-vous à un artisan qui souhaite transformer son activité en une entreprise rentable? Quel conseil donnerez-vous à un artisan qui souhaite transformer son activité en une entreprise rentable? Ben, ça, c'est une question. Un artisan d'art, Voilà, la question n'est pas précise. Ben, il parle juste d'un artisan. Quel conseil donnerez-vous à un artisan qui souhaite transformer son activité en une entreprise rentable? OK. Pour l'artisanat, je pense qu'il y a deux grandes catégories à considérer. Il y a l'artisanat utilitaire et l'artisanat d'art. L'artisanat utilitaire, c'est tous ceux qui font des métiers d'eux-mêmes pour lesquels ils sont sollicités et payés au quotidien. Et l'artisan d'art, c'est celui-là qui produit des œuvres d'art et qu'il met sur le marché pour être commercialisé et générer des revenus. Là, il a le choix. Soit il se spécialise dans la création, dans la production au niveau de son atelier et il identifie une entreprise spécialisée dans la distribution de ce type de produit et travaille directement avec cette entreprise-là. Lui, il se concentre sur son travail artisanal et l'autre qui a plus d'expertise en matière de mise en marché fait son travail également. Parce que pour concilier les deux, parfois c'est compliqué. On peut être un bon artisan, on produit de beaux objets, mais pour pouvoir les mettre en marché, c'est un autre défi. Donc, soit si c'est son atelier qu'il veut structurer en entreprise pour pouvoir produire, là, je peux encore comprendre. Mais si il veut produire lui-même et adresser directement en B2C au marché, ça va être un peu plus compliqué s'il n'avait pas des aptitudes en matière de mise en marché, en matière de marketing, en matière de distribution, en matière de commercialisation. Donc, il faut qu'il sache dans quel domaine il veut se spécialiser. S'il est déjà bon artisan, il faut qu'il continue d'être bon artisan, qu'il se développe, qu'il ait plus d'aptitudes en matière de design pour pouvoir proposer de plus beaux produits, des produits beaucoup plus diversifiés, plus affinés, mais en trouvant un spécialiste de mise en marché qui va essayer de faire le lien avec les acheteurs. C'est ce que moi, je lui conseillerais. Alors, un apport supplémentaire? Moi, je voulais, je parlerai beaucoup plus. J'ai vu ça aussi plusieurs fois dans les interventions qu'on a eu à faire. Évidemment, quand vous trouvez, euh, vous êtes devant des acteurs et quand il se présente, il dit qu'il fait tout. Il est là, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et évidemment, vous vous retrouvez que sur toutes les étapes de la chaîne de valeur, la personne se retrouve toujours à faire quelque chose. Et évidemment, dans plusieurs cas, dans la majorité des cas, ça affaiblit même tout ce qu'on veut faire, ça affaiblit même le talent ou l'activité principale qu'on fait. Moi, je pense qu'il faut qu'ils choisissent, qu'ils se spécialisent sur une étape de la chaîne de valeur et à ce moment-là, pour les autres étapes, les autres actions, qu'ils puissent s'adresser vraiment à travers des partenariats, des collaborations possibles pour que le relais soit pris par d'autres et que ça avance et ça aille pour le mieux. Voilà, pour ne pas faire long, voilà ce que je peux dire. Monsieur Maïtoukou, un point de vue? Ben, je pense que mes deux collègues en tour à tour, et ils sont très complémentaires, donnaient un peu tout le process. La seule chose que je voudrais dire, effectivement, quand on veut faire de son activité créative un business,
il faut, un, s'entourer, deux, connaître le marché sur lequel on veut évoluer et mettre en place tout ce dispositif autour du créateur pour pouvoir chercher à être compétitif parce qu'il y a déjà de l'activité sur ce marché-là. Et donc, il faut, pour être compétitif, il faudrait venir soit avec une vraie créativité et une stratégie marketing. Et là, on ne lui impose pas de comprendre, de connaître tout ça, mais de s'entourer afin de devenir une vraie entreprise culturelle et créative. Une autre question, c'est en lien avec l'irruption de l'IA dans toutes les activités. C'est M. Joseph Martial Anié Dakpaka qui dit avec l'IA qui avance à grands pas, on assiste à l'art numérique, on assiste à l'art numérique, donc en plein essor. Quelle garantie peut-on avoir, peut avoir ce pays si l'on veut investir dans les ICC? C'est peut-être le dernier segment de sa question qui est un peu plus clair. Y a-t-il des réglementations déjà en place pour réguler l'utilisation de l'IA et surtout valoriser les droits d'auteur? Peut-être que la question, les aspects abordés dans la question ne sont pas clairs, mais comment envisagez-vous la question de l'IA et des ICC? Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des réglementations pour encadrer l'IA dans ce Bon, domaine? je sais qu'il y a des pays d'Europe du Nord qui ont commencé par s'intéresser à la question, mais il faut considérer que tout cela est en phase de balbutiement. L'IA aujourd'hui évolue très très vite et je pense que les législateurs euh, ont du travail à faire en la matière. Ça pose un problème au niveau des différentes chaînes des valeurs, puisque aujourd'hui, j'échangeais avec euh, un spécialiste de la CISAC la dernière fois, qui me faisait comprendre que de plus en plus, on assiste à l'enrichissement d'œuvres qui ne passent pas par les différentes étapes des chaînes des valeurs. C'est l'IA qui crée, qui donne directement le produit fini et l'auteur c'est censé à demander des droits d'auteur liés à cela. Donc ça pose un problème. Tout à l'heure, on parlait du potentiel en matière de création d'emplois des ICC. Ce potentiel-là, aujourd'hui, est en difficulté si on considère le processus de mise en marché des œuvres produites par l'IA. Je pense qu'il nous faut tout un webinaire consacré à ce sujet-là, parce que c'est profond. Autant on en a besoin pour accroître la productivité au niveau d'un certain nombre de maillons, autant ça constitue une menace réelle pour plusieurs métiers aujourd'hui dans le domaine des IC, quelle que soit la filière, quelle que soit la chaîne de valeur qu'on considère. Donc, il va falloir effectivement que les législateurs s'intéressent à la matière, déjà intéressés à la chose. Le Bénin vient de se doter d'un ministère consacré à l'IA. Certainement que les prochains mois, les prochaines années verront apparaître la réglementation sur ces différents domaines, pas seulement au niveau des ICC, mais également de tous les champs dans lesquels l'IA fait son irruption. C'est ce que moi je peux dire à ce stade. C'est un sujet très très vaste. Si un webinaire entier peut être consacré à ça, ça permettra de vraiment aller en profondeur pour pouvoir voir tous les aspects que cela présente. Oui, si je peux rajouter quelque chose sur cet important sujet auquel je m'intéresse particulièrement ces derniers mois. Et je viens d'animer justement une table ronde avec laquelle nous avons échangé avec la Société de gestion collective au Sénégal, la SODAV, avec aussi des créateurs qui utilisent l'IA. Et bien sûr, comme l'a dit mon collègue William, c'est à deux niveaux. Aujourd'hui,
l'IA et les industries culturelles et créatives, notamment au niveau de la créativité, bien sûr que c'est des possibilités, c'est des facilités pour créer des œuvres. Aujourd'hui, il est important de pouvoir former des jeunes à l'utilisation de cette IA dans le cadre de la création, parce que elle va poser forcément des problèmes de propriété intellectuelle. Mais aujourd'hui, on le disait, la législation est très en retard. Il y a quelques pays qui essaient, mais au Sénégal, par exemple, la société de gestion collective est en train de travailler sur un mécanisme déjà pour reconnaître les œuvres totalement générées par l'IA. Une fois qu'on reconnaît ces œuvres générées totalement par l'IA et qui transgressent toutes les, toutes les maillons de la chaîne de valeur et qui enfreignent la propriété intellectuelle, à ce moment-là, ces œuvres ne sont pas acceptées ou ne sont pas enregistrées comme des œuvres vraiment originales. Ça, c'est un premier niveau peut-être pour pouvoir faire face à ces créations-là. C'est très difficile à contrôler, mais aujourd'hui, l'IA elle-même va permettre de mettre en place des outils pour reconnaître cela. Donc, c'est une première étape et ils ont travaillé sur un logiciel qui va aider la commission de vérification au niveau de la SODAV pour pouvoir détecter cela. Mais vous vous rappelez, la MAO, la musique assistée par ordinateur, c'est un outil qui permettait à des créateurs de pouvoir, euh, grâce aux outils, créer, accompagner la création. Et maintenant, il est important pour certains, et il expliquait certains artistes qui créent avec l'IA, qui se disent, nous, on va demander à l'IA de nous aider à masteriser, à, euh, à faire des arrangements ou à faire voilà, du mixage. Il y a plusieurs façons avec lesquelles on pourrait utiliser l'IA, justement, en essayant d'éviter d'enfreindre la propriété intellectuelle. Mais ça va tellement vite, et comme William le disait, la législation ne suit pas encore. C'est un très gros sujet, il faut continuer à en parler. Et voilà pourquoi on se pose la question, est-ce que l'IA génératrice est une opportunité ou une réelle menace? C'en est une, mais elle permet aussi de pouvoir peut-être atteindre au niveau de la compétitivité, au niveau de la qualité sonore, par exemple. Il y a une structure au Sénégal qui s'appelle Scène Mix Master qui utilise l'IA pour masteriser des œuvres et à moindre coût. Et aujourd'hui, ils ont près de 2000 clients déjà en moins d'une année. Donc, il faut réellement ce webinaire-là pour pouvoir voir si, à quel niveau c'est une opportunité, à quel niveau c'est une menace, et laisser la législation continuer à faire ce travail pour pouvoir arriver à un contrôle. Merci. Il y a une autre question et il est de Monsieur David Destin. Lui, il est présent en Martinique et il a un projet d'expansion en Afrique. Alors, sa question, c'est qu'il souhaiterait connaître le protocole le plus adapté pour présenter un projet culturel et bénéficier d'un accompagnement approprié en fonction du pays. Donc, en fonction, par exemple, des trois pays, le Congo, le Bénin ou le Sénégal. Quel est le protocole le plus adapté pour présenter un projet culturel et bénéficier d'un accompagnement? Parce que lui, il souhaite prendre pied sur un autre marché, notamment en Afrique francophone. Bon, je peux commencer par le Bénin. Oui. Alors, un projet culturel, une fois encore, c'est un mot générique parce que ça regroupe des réalités assez disparates. Est-ce que c'est un projet dans le domaine du cinéma? Est-ce que c'est un projet dans le domaine de la musique? Est-ce que c'est dans le domaine du livre? Est-ce que c'est dans le domaine des arts visuels? Parce que Malheureusement, ce n'est pas précisé. ce serait bien que nos auditeurs puissent être un peu plus précis. Mais pour ce qui concerne le Bénin, les mécanismes d'accompagnement qui sont en place sont prévus pour les Béninois et ceux qui sont installés au Bénin et les Béninois de la diaspora. Et les projets le projet de la Martinique, par exemple, peut entrer en partenariat avec le porteur de projet peut entrer en partenariat avec un Béninois pour porter le projet en ce moment. Et il aura la possibilité d'être éligible aux mécanismes qui sont en place pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement nécessaire. Donc,
Au niveau de la Martinique également, qui est un territoire français, il y a un certain nombre d'instruments capables de l'accompagner aussi, même il veut réaliser son projet en Afrique. Donc, je pourrais en offre l'orienter vers un certain nombre de structures en Martinique, un certain nombre de personnes qui pourraient essayer de voir, d'envisager, d'étudier le sujet avec lui. Merci. Merci. Moi, je pense que, comme a dit William, ça reste très vague comme ça. S'il y a un projet à faire pour le cas du Congo, c'est d'abord savoir quel type de projet qu'il veut faire. Comme ça, à ce moment-là, on peut faire la mise en relation avec des acteurs qu'on pourrait identifier dans le domaine exact où il veut faire. Et à la suite, les deux partenaires pourront après travailler pour la mobilisation des moyens ou des soutiens et trouver des soutiens financiers. Voilà, moi je pense que c'est ce qu'il faut faire pour le Congo. Alors, pour le Sénégal, qui est un pays où les acteurs, bien sûr, il y a une grosse pratique de collaboration, de coproduction sur plusieurs programmes, mais la chose que je conseille toujours, c'est de réussir à faire un voyage d'exploration. Un voyage d'exploration pour pouvoir voir dans la filière ou dans le secteur dans lequel vous voulez mener votre projet, pour venir voir concrètement, à quel moment, à quel niveau votre projet pourrait s'installer ici et avec qui. On a la chance d'avoir au Sénégal régulièrement des événements qui sont des marchés. Là, on a eu sous le secteur de la danse un gros événement qui s'est passé au mois d'avril, là. Mais très prochainement, on va accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse et donc qui vont s'enchaîner avec la grande biennale des arts contemporains au Sénégal. Donc, je pense que ce sont des moments comme ça où on a toutes les ICC qui se mettent vraiment en branle pendant la biennale des arts contemporains du 19 novembre au 19 décembre. Eh bien, nous aurons toutes les filières qui seront représentées, que ce soit les arts visuels, le cinéma, la mode. Aujourd'hui, chacune de ces filières a son espace d'expression et c'est un moment important où on peut faire des rencontres et où on peut mesurer effectivement de manière beaucoup plus précise quel type de projet on peut proposer avec quel acteur. Et je pense qu'il faut profiter d'un de ces moments-là pour faire ce voyage d'exploration et à la suite de cela, pouvoir décider comment s'installer, comment faire des propositions de collaboration ou implanter une entreprise culturelle au Sénégal. On ne sait jamais. En tout cas, il n'y a aucune restriction à ce niveau-là. Mais comme tous les pays, et comme William le disait, voilà, les fonds qui existent, les soutiens qui existent sont prioritairement destinés aux activités ou aux programmes et projets qui sont bâtis par les acteurs qui sont au Sénégal et ceux de la diaspora aussi. Merci pour ces réponses. Je crois qu'il nous reste au plus 5 minutes avant de mettre un terme donc à ce webinaire. Nous allons prendre peut-être les deux dernières questions. Il y a une préoccupation de quelqu'un qui est connecté depuis la RDC, Monsieur Ballon Moami, qui s'interroge sur la place de l'humour dans les ICC. Sa question, c'est dans les stratégies de développement des ICC, quelle est la place de l'humour? En fait, il semble constater une dissymétrie entre l'intérêt accordé aux autres arts et à l'humour. Et puis, une autre question, c'est est-ce que l'OIF soutient des initiatives culturelles des particuliers? Voilà, les deux dernières questions. La place de l'humour dans les ICC et est-ce que l'OIF soutient des initiatives culturelles des particuliers? Bon, pour le Bénin, je dirais que l'humour fait partie des arts vivants et bénéficie également d'une stratégie pour son développement. Je ne sais pas si vous avez suivi l'année dernière,
nous avons lancé le Cotonou Comedy Festival en partenariat avec euh, euh, Montreux Comedy Festival. Donc, ce partenariat-là permet aujourd'hui d'avoir un gros événement sur Cotonou qui fait travailler pas seulement les artistes béninois, mais également les artistes du monde entier, puisqu'il y a les internationaux qui viennent. Et ça permet également de, de nouer des partenariats avec de grands diffuseurs, puisque il y a une captation qui se fait pour une large diffusion, que ce soit au niveau des diffuseurs, que ce soit sur le web. Et il y a une stratégie pour ça. Et ça permet également de mettre en place une académie pour former et donner de la formation, avoir des comédie clubs sur le territoire, permettre justement euh, en cette discipline aussi d'avoir un espace d'expression tout au long de l'année et un gros événement qui lui est consacré. Donc, l'humour n'est pas le parent pauvre des ICC au niveau du Bénin, bien au contraire. Euh, il y a les dispositions qui sont en train d'être prises déjà pour cette année, pour que le festival ait lieu. Le mois dernier, il y a eu un événement intermédiaire organisé par le partenaire de Montreux Comédie Festival à Cotonou pour toute l'Afrique, où les artistes africains sont venus d'un peu partout pour cet événement-là à Cotonou. Donc, il y a tout un écosystème qui est en train d'être développé aujourd'hui pour ça, parce que non seulement ça permet euh, une, d'avoir euh, je vais dire, une industrie qui fonctionne à partir des talents locaux, mais également qui permet de rayonner, de faire rayonner le pays à travers les grands médias internationaux et aussi à travers le web. Donc, c'est quelque chose qui, pour nous, est très présent. Pour l'OIF, je pense qu'il y a des voies plus autorisées pour y répondre, mais Oui, ce oui. que je sais, c'est que l'OIF a un certain nombre d'instruments d'intervention et s'il il va sur le site de l'OIF, il pourra avoir toutes les informations qui lui sont nécessaires. Merci. J'ai vu que Diana avait à un certain moment allumé sa caméra, oui. Elle Oui, voulait oui. Oui, prendre oui. parole sur ce Mais, sujet. mais juste pour renchérir sur ce qu'il dit, attention, la comédie n'est plus ou n'est pas le parent pauvre parce que de plus en plus, il y a un gros développement qui est en train de se faire, une circulation parce que c'est très facile à déplacer. En termes de décor, ça ne coûte quasiment rien. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de comédie clubs qui s'installent. Et l'avantage de la comédie, c'est que le spectacle vivant est exploité, mais aussi toutes les captations audiovisuelles sont exploitées aujourd'hui. Et il y a de plus en plus de demandes du public pour aller voir de l'humour. Donc, je pense que même en RDC, il y avait le Comedy Club à cause des problèmes qui ne marchent pas, mais à Kinshasa, il y a des plateformes d'expression et quasiment dans tous les pays francophones aujourd'hui, on a ce développement-là qui est en train de se faire. Alors, concernant la question qui a été adressée à l'OIF, Alors oui, merci beaucoup, hein. Donc, je vais juste renchérir sur mes collègues, effectivement, concernant l'humour, et puis ensuite j'enchaînerai sur les actions de l'OIF. Même au sein de l'OIF, l'humour fait partie des disciplines qui sont enfin éligibles à nos projets. Notamment, on a soutenu le Goma Rire Festival et nous sommes également partenaires de la relève Afrique francophone que Monsieur Kodjo a mentionné, dont la finale s'est déroulée au mois de juin à Cotonou. Donc effectivement, l'humour, ça reste quand même. Aujourd'hui, on considère que l'humour, c'est une industrie qui fonctionne et qui a un réel potentiel en termes de marché et d'exportation. Et puis parce que ça véhicule des cultures. Parce qu'il faut aussi rappeler que nous, au sein de l'UIF, notre objectif, c'est de pouvoir faire réunir les cultures francophones de nos pays, de nos 90 membres. Et donc, oui, on soutient des structures, mais on soutient également des particuliers, des individus. Toutefois, je précise, hein, dans les formulaires et dans
La plateforme, nous, on demande toujours à prouver que c'est un artiste. Donc, on demande le CV et le portfolio de l'artiste. Et ça, c'est vraiment important. Et nous, on a pu voir dans les dossiers de candidature que des fois, les artistes oublient ou ne mettent pas assez en valeur le travail qu'ils font dans les portfolios. Pensez toujours en tant qu'individu artiste, donc, à avoir un portfolio qui parle pour vous, qui démontre quel type d'artiste, quelle est votre réflexion artistique, quel est votre projet culturel et artistique. Donc oui, nous soutenons effectivement des individus en termes de mobilité. Donc on soutient la mobilité des artistes et des opérateurs culturels et on soutient également des structures, associations, entreprises culturelles, collectifs, syndicats et autres. Et ça, c'est pour des projets de découvrabilité, de diffusion et de distribution. Donc, voilà. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce webinaire. Alors, je rappelle que nous n'avons même pas pu traiter 5% des questions qui ont été posées. Alors, cela traduit l'immensité, la vivacité de l'intérêt qui est accordé aux ICC. C'est peut-être la possibilité aussi, l'occasion pour l'OIF, en partenariat avec la CPCCAF, d'imaginer, pourquoi pas, d'autres webinaires à dédier un peu à cette problématique qui devient de plus en plus importante. Alors, le mot de la fin, je crois que ça va revenir soit à l'OIF, soit à la CPCCAF. Je ne sais pas ce qui est... Le mot... Merci. Oui. Merci beaucoup, Herbert, et à tous nos super panélistes. On a eu énormément d'informations. J'ai vu dans les questions sûrement certaines personnes qui partiront un petit peu frustrées parce qu'effectivement, on n'a pas pu aborder l'ensemble des sujets. C'est un secteur très, très vaste, évidemment, qui couvre un grand nombre de métiers, de réalités différentes. Nous avons fait des focus sur 3 pays. Il est impossible, évidemment, de traiter la question des industries culturelles et créatives de manière générale, mais n'hésitez pas, bien évidemment, à nous relayer vos questions, celles qui ont été déjà posées. Nous tâcherons d'y répondre et de chercher des réponses à vos questions. C'est bien noté pour la suggestion, cher Herbert, de renouveler peut-être cette thématique sous une autre forme. Et merci à tous encore de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme de l'OIF Entreprises en francophonie. Beaucoup d'informations y sont publiées. Il y a bien sûr ces webinaires, mais vous avez beaucoup d'autres ressources qui vous sont proposées. Et nous sommes au niveau de la CPCCAF qui représente l'ensemble des chambres consulaires, donc des chambres de commerce, de métiers, d'artisanat, d'agriculture. Nous sommes à votre service, entreprises de tout secteur. Et encore un grand bravo à nos intervenants et à Herbert pour le déroulé de ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et à très bientôt sur la plateforme. Merci. Merci. Merci à tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ok. Entreprises en francophonie est une plateforme numérique conçue pour accompagner le développement international des entreprises francophones. Créée à la demande des entrepreneurs, elle répond à leurs besoins d'information, de formation et de mise en relation en appui à leurs projets d'importation, d'exportation ou d'investissement à l'étranger. Véritable espace collaboratif, elle permet de nouer des contacts et renforcer les partenariats, accéder à des ressources pratiques pour réussir à l'international, participer à des événements économiques ciblés et partager des expériences et bonnes pratiques avec d'autres acteurs. Concrètement, la plateforme met à disposition des entrepreneurs un annuaire interactif des membres et des communautés thématiques,
un centre de ressources regroupant guides, webinaires et fiches pays, un outil d'autodiagnostic pour évaluer le niveau de préparation pour le développement à l'international et identifier les axes de progression de l'entreprise, et un portail d'opportunités d'affaires recensant appels, offres et partenariats. L'inscription est gratuite et ouverte à toutes les entreprises francophones. Rejoignez dès maintenant une communauté engagée pour l'internationalisation des entreprises de l'espace francophone. Entreprise en francophonie est une plateforme numérique conçue pour accompagner le développement international des entreprises francophones. Créée à la demande des entrepreneurs, elle répond à leurs besoins d'information, de formation et de mise en relation en appui à leurs projets d'importation, d'exportation ou d'investissement à l'étranger. Véritable espace collaboratif, elle permet de nouer des contacts et renforcer les partenariats, accéder à des ressources pratiques pour réussir à l'international, participer à des événements économiques ciblés et partager expériences et bonnes pratiques avec d'autres acteurs. Concrètement, la plateforme met à disposition des entrepreneurs un annuaire interactif des membres et des communautés thématiques, un centre de ressources regroupant guides, webinaires et fiches pays, un outil d'autodiagnostic pour évaluer le niveau de préparation pour le développement à l'international et identifier les axes de progression de l'entreprise, et un portail d'opportunités d'affaires recensant appels, offres et partenariats. L'inscription est gratuite et ouverte à tous